et nous avons été rejoints par Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur l'attentat de Bir Hakeim qui s'est déroulé samedi soir. Le suspect, l'assaillant, a été présenté à un juge antiterroriste qui a requis le placement en détention provisoire. Les investigations ont été confiées à un juge d'instruction. Quel est le parcours judiciaire désormais de cet individu qui, évidemment, avait déjà fait 4 ans de prison, on le rappelle. 96 heures à la fin de la garde à vue. Donc une information a été ouverte. Un juge a été saisi, ou plusieurs, probablement plusieurs. Donc il a été présenté à ce juge, mis en examen des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat en relation avec l'entreprise terroriste. Je suppose, je ne sais pas si le malfaiteur terroriste a été retenu ou non. Et il va être présenté devant un juge de la liberté de la détention qui va statuer sur la détention. Donc provisoire. Voilà. Donc on imagine mal qu'il ne soit pas mis en détention. Après, bien évidemment, le juge en question, il n'y a pas de solution de continuité de rupture entre la flagrance. Donc le procureur a saisi la brigade criminelle et la DGSI qui a saisi. Le juge fera la même chose par une commission rogatoire qui fera en sorte qu'il n'y a pas de rupture dans l'enquête. J'imagine, Jean-Louis Bruguière, que vous avez vu passer ce type d'individu régulièrement dans votre bureau. Vous avez été en charge des plus grands dossiers terroristes de ces 30 dernières années, notamment la rue des Rosiers aux attentats de 95, en passant par l'assassinat du préfet Erignac en Corse. Le profil de cet individu, les Français ne comprennent pas comment il a pu être quasi lâché dans la nature après 4 ans de détention pour un projet de nature terroriste, et que, en fait, il est échappé à toutes les mailles du filet. Alors, je comprends tout à fait l'émotion générale, le fait que ne soit pas acceptable qu'il y ait un attentat. Un attentat se produit, c'est effectivement un problème, c'est une faille, c'est un sujet réel. Bon, dans le cas d'espèce, si vous voulez, moi, je regarde techniquement ce qui a été fait, ce qui a été dit, il n'y a pas eu, si vous voulez, il n'y a pas eu d'erreur, je veux dire, qui a été faite, en ce sens que l'intéressé a été condamné, on le sait, il a été condamné à 5 ans, donc 4 ans avec sursis. Après, il y a eu un sursis probatoire, donc il y a eu un suivi dans le cas de sursis. Il y a eu toute cette polémique, cette problématique sur son profil psychologique, psychiatrique. Mais il y a eu des médecins psychiatres qui sont intervenus, il y a un coordonnateur. Ensuite, une fois que ça a été, je crois que c'est en avril, on arrive au bout de la période, donc judiciairement on ne peut rien faire. Et on l'a mis entre les mains, entre guillemets, la DGSI a pris le relais avec les moyens administratifs dont elle dispose. Bon, mais évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à la rétention de sûreté. Ce n'est pas prévu par la loi. Et pourtant, c'est ce que réclament un certain nombre de Français. Oui, alors voilà. Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est intéressant. Moi, je veux bien en parler, parce que j'ai peut-être quelques idées sur la question. J'y ai pensé, évidemment. La rétention de sûreté, elle était présentée, si vous voulez, par des amendements ou par un projet de loi qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, parce que c'est inconstitutionnel en l'état actuel de la Constitution. Certes, on peut changer la Constitution, mais je ne suis pas certain, compte tenu de la configuration générale de l'Assemblée en ce moment, on ait un consensus pour y arriver. Bon. En tout cas, c'est un processus long, et il faut quand même qu'on sache que c'est qu'une modification qui interviendrait ne serait que pour l'avenir, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Mais comment on peut protéger la société française? Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en l'état actuel des choses? Je pense qu'il y a peut-être des voies, en ce sens que vous avez la loi de 2017, qui est peut-être méconnue des Français, qui a été prise pour sortir à l'époque de l'état d'urgence, et qui a permis, c'est unique en Europe, donc de mettre dans la loi ordinaire un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence, à condition de les encadrer avec des conditions particulières, dont la visite domiciliaire, en fait une perquisition, qui peut être demandée par l'autorité administrative, à un juge de la liberté de la détention, lequel donc va dire l'accorde ou ne l'accorde pas. Alors évidemment, dans un cas comme celui-là, je ne parle pas du cas d'espèce que je ne connais pas, mais on pourrait imaginer qu'avec un profil extrêmement dangereux, avec des éléments suffisants qui permettent de mettre en œuvre, une perquisition à supposer qu'elle puisse être autorisée par le juge et qui soit positive, apporterait des éléments suffisants pour éventuellement engager des poursuites du chef national malfaiteur terroriste. Parce que là, comme l'a dit très justement le procureur national antiterroriste, il n'y avait pas d'éléments en l'état suffisant pour pouvoir engager des poursuites. Pas parce qu'il avait des contacts avérés avec des éléments, des individus extrêmement dangereux. C'est pas suffisant. Et Dieu sait si l'AMT donc, est une infraction qui peut être maniée avec une certaine souplesse, si je puis dire. Voilà. Geoffroy Lejeune, vous êtes le directeur de la rédaction du JDD. On a un sondage CSA pour CNews qui dit que 86% des Français seraient d'accord pour mettre en place une rétention de sûreté systématique pour les détenus
radicalisés qui sortent de prison. Il y a une demande de fermeté d'autorité qui est claire. Mais les 86% des Français sont manifestement en colère et veulent quelque chose dont M. Bruguière vient de vous expliquer que ça n'était pas possible. Ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une révolte d'un côté et une phrase très importante que vous avez prononcée, c'est que dans le cas d'espèce qui nous occupe aujourd'hui, tout s'est passé normalement en réalité. Il n'y a aucun dysfonctionnement. Alors moi, ma question, vous avez en quelques phrases à peu près résumé notre problème et vous avez dit à un moment donné que c'est vrai que réformer la Constitution dans l'état actuel de l'Assemblée nationale et enfin du Parlement, c'est très compliqué. Mais si d'aventure, avec une autre assemblée, enfin avec un autre Parlement, un peu plus tard, on pouvait réformer la Constitution, selon vous, quelle serait la priorité si on voulait agir mieux dans ce genre de cas ? Alors, vous savez, c'est compliqué parce que, à supposer, on vous dit, j'ai entendu sur un plateau en disant, oh là là, bon, il a été condamné qu'à 5 ans, etc. Bon, à supposer même qu'il fut condamné de plus. À un moment donné, il est obligé de sortir. C'est le cas de bon, et s'il se passe malheureusement un événement, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire, il n'a pas été. Donc, si vous voulez, c'est un débat qui est très compliqué. On ne peut pas sortir de l'état de droit. En tout cas, moi, je ne l'accepterai pas à titre personnel. Donc, c'est très difficile. Mais sans en sortir, qu'est-ce qu'on pourrait... Non, mais il y a peut-être une idée. Est-ce qu'on peut faire évoluer la loi actuellement ? Vous savez, il y a eu cette fameuse loi qui a mis en place le MICA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. Voilà, c'est les mesures individuelles de contrôle administratif et de sécurité, qui est quand même qui permet au préfet d'aller assez loin, on peut aller même jusqu'à un bracelet électronique, mais on ne peut pas. Alors, on pourrait peut-être envisager, j'en sais rien, si c'est possible également, de faire évoluer cette loi davantage, et en la calquant un petit peu sur la loi de 2017, donc permettre à ce moment-là, ce qui n'existe pas, c'est des légers ferenda, ce que je dis, absolument, de pouvoir donc donner au préfet des moyens pour faire demander, donc par exemple, une assignation à résidence, voire même donc des mesures beaucoup plus contraignantes en termes avec l'autorisation du juge de la détention, donc comme cela existe pour la loi de 2017. Je ne sais pas si c'est possible, mais là, effectivement, il faudrait dire, il y a peut-être une voie qui permettrait, ceci étant, on ne pourra pas aller jusqu'à la rétention administrative, en tout cas, ce serait très, très compliqué. Alors, sauf que la différence qu'il y aurait avec la loi, dans la première, c'est que là, on fait intervenir un juge judiciaire, donc un juge de la liberté de la détention, qui est le garant des libertés individuelles. Donc la problématique qui a été posée, qui a bloqué devant le constitutionnel, de mon point de vue, n'existerait pas. N'existerait plus. C'est des réponses techniques, mais elles sont importantes parce que ça permet à nos compatriotes de comprendre ce qui se passe. D'imaginer des solutions. Pourquoi notre état d'endroit, parfois coince. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose, Hervouette ? Non, moi, pendant que vous disiez tout ça, je suis en train de réfléchir que le Armand Rajapour Mijandoab, c'est donc converti à 18 ans, s'est radicalisé à 21 ans, à 23 ans, a été diagnostiqué schizophrène et donc a commis son acte à 26 ans. Il va prendre combien ? Il va prendre 20 ans ? Il fera 20 ans ? 25 ans ? Non, on a des perpétuités avec des peines incompressibles. On met dans 30 ans. Ça lui fera 56 ans quand il sortira. 30 ans ? On fait 30 ans de prison aujourd'hui ? On peut y avoir des peines incompressibles, oui, bien sûr. Oui, mais bon, c'est comme ça. Vous jugez, pas de... Non, mais moi, je veux dire, je peux pas. C'est compliqué. Il ressort ? Pour moi, non, attendez. Mais il sortira. Il n'y a pas de perpétuité réelle en France. Donc d'accord, bon, donc il ressortira. Comme aux États-Unis, où cela existe. C'est le cas d'un certain nombre de peines. Voilà. Et il recommencera peut-être. Donc c'est un risque que nous prenons. Alors... Moi, j'ai une autre question parce que on parle souvent en fait de mesures, mais quand le mal est déjà là. C'est-à-dire que l'ensemble des propositions, et d'ailleurs ça m'étonne un petit peu, l'ensemble des propositions de la classe politique depuis samedi dernier, c'est lorsque l'on a d'ores et déjà détecté un individu dangereux. Mais j'ai l'impression qu'on ne commence pas à agir quand on s'aperçoit qu'un individu est en cours de radicalisation. Et on s'aperçoit que l'ensemble des individus qui ont commis des attentats ces dernières années, il y avait un problème avec l'entourage proche, que ce soit l'entourage familial ou en tout cas le cercle dans lequel il évoluait. Est-ce qu'on pourrait prendre des mesures sans sortir de l'état de droit qui permettraient justement d'extraire ces individus qui sont en train de se radicaliser au moment où on s'aperçoit qu'il y a des signaux dans leur entourage qui nous laissent penser qu'il est en train de se radicaliser? Jean-Louis Bruguière, extraire de façon combinatoire, je ne pense pas, sauf si on rentre dans un cadre purement judiciaire avec des infractions et des poursuites. Mais autrement, on ne peut pas faire davantage que ce qui existe et ce que donne l'arsenal juridique sur le plan administratif. Donc des suivis, extraire. Vous savez, aussi, il y a la problématique des réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai problème. Comment, là, on a beaucoup de difficultés parce qu'on peut prendre des mesures,
mais les poursuites. Ces réseaux sociaux sont pilotés depuis l'étranger, notamment depuis les États-Unis. Et là, on a un vrai problème. Moi, je me suis heurté, et on se heurte dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, au fait qu'on ne peut pas accéder, ou que, par exemple, en Californie, le droit californien, qui est applicable, beaucoup plus libéral, et que j'ai eu des échecs, moi, pour pouvoir, à l'époque, accéder à des contenus judiciaires qu'on m'a refusés parce que la coopération n'était pas acceptable ou pas possible compte tenu de la loi américaine. Donc la coopération est un vrai sujet, parce que là, on parle de ça, mais on est dans un phénomène très internationalisé, et qu'il n'y a pas que la loi nationale, et que cette problématique, pour moi, des réseaux sociaux est un vrai problème, qui devrait, de mon point de vue, être réglé au niveau européen. Bien sûr, c'est ce que tentent de faire les 27. Jean-Luc Bruguière, est-ce qu'on est, le conflit au Moyen-Orient a un impact direct sur la situation en France? On est sur un risque majeur d'attentat, à vos yeux? Ou est-ce que c'est, le djihadisme d'atmosphère est désormais ancré dans notre paysage? Je ne suis pas membre des services de renseignement français, mais je suis un observateur et je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de contacts, quand même. Depuis le mois de juillet, même un peu avant, bien avant le 7 octobre, on avait remarqué évidemment une montée de la puissance, un regain important donc, de l'État islamique qui a des succursales partout dans le monde, pas en Afrique, en Asie, partout, etc. Et donc avec un risque potentiel important, il y avait des signaux. Je crois que M. Darmanin l'avait signalé. Incontestablement, aujourd'hui, si vous voulez, vous appelez ça le tourisme d'atmosphère, mais l'incidence, je veux dire, la problématique, et je veux dire, la façon dont l'exploitation qui a été faite sur une confrontation entre le monde musulman et le monde non musulman est évidemment un élément qu'il faut prendre en compte dans l'élévation du risque potentiel. Ça, c'est incontestable. Très bien. Vincent Herouet, vous voulez rajouter? Moi, je me posais juste une question, c'est parmi toute la flopée, la petite foule de terroristes qui ont été en France arrêtés après des attentats, il y en a très peu dont on entend encore parler, parfois de l'un ou de l'autre, parce qu'ils sont des vedettes et qu'ils font parler d'eux ou terrorisent leur environnement pénitentiaire, mais en général, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'à votre connaissance, il y en a un seul qui s'est converti à la démocratie parlementaire, au pluralisme? Bonne question. Moi, je suis pas allé. Je vois très bien où vous voulez en venir. Non, mais attendez, moi, je ne peux pas vous dire ni oui ni non. Après, la déradicalisation est un art très compliqué et qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas. Il fonctionne, par contre, je l'ai vu fonctionner dans des pays arabes. Parce que l'environnement, c'est un environnement culturel qui est beaucoup plus favorable. Ils ont des moyens donc, de persuasion que nous n'avons pas, notamment en Arabie Saoudite. J'ai vu. Et là, ça peut fonctionner davantage, encore que je n'ai pas vu, je ne suis pas allé quand même voir les résultats, je n'ai pas audité tout ça. Je pense qu'arriver à un certain stade, la déradicalisation est vraiment très, très difficile. Voilà. Bon, c'est tout. Mais ça, c'est un avis personnel. Et bien évidemment, ça ajoute à la difficulté du traitement, la problématique du traitement de ces gens-là. Florian Tardif, une question, CNews. Mais ce qui est inquiétant, c'est que lorsque l'on vous écoute, lorsque l'on voit le sondage 86% des Français qui attendent des mesures, et lorsque l'on vous écoute, on a l'impression qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait à présent. On peut toujours faire plus. D'accord. Toujours. Là, je veux dire, on peut changer la loi, on peut changer la Constitution, c'est un problème politique. On peut toujours le faire. Bon. C'est évident qu'on ne peut le faire que dans la limite du concept global de l'état de droit, parce que sinon, on bascule dans un autre type de société qui n'est pas possible. Ça s'appelle, voilà. Mais je veux dire, à partir du moment, les Américains, enfin, bon, c'est pas on ne peut pas faire un droit d'exception pour le terrorisme, par exemple, entre guillemets. Non, pas un droit d'exception, mais on peut aller au niveau de la légalité, on peut aller relativement loin. Si vous voulez. Ce qui a été fait la loi de 2017 est quand même, je veux dire, sans précédent, quand même, parce que on a pérennisé dans la loi ordinaire des dispositions de l'état d'urgence, qui est une disposition. Donc l'état d'urgence est une loi d'exception, quand même, l'état de siège. J'en conviendrai. Donc on peut toujours tout faire dans le cadre du débat démocratique, à partir du moment où, mais c'est évident qu'il y a un élément butoir, c'est la Constitution, il y a des éléments. Alors est-ce qu'on peut la faire évoluer? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour le faire? Est-ce qu'il y a une majorité pour le faire? Ça, c'est une vraie question, c'est pas à moi d'y répondre. Non. Ça vous laisse songeur, Vincent Herouet, pour terminer? C'était... Oui, non, mais il y a c'est très une affaire. Quand on le prend sur le plan, quand on la prend sur le plan de l'état de droit, qui est quand même un concept assez fourre-tout quand même, c'est un concept intéressant, l'état de droit, mais qui n'est pas si évident que ça. Non. Mais bon, faut donner du contenu. On se rend compte qu'on est pieds et poings quasi liés. Et encore, vous nous avez épargné le détour par
la CIDH et par l'Europe. Mais on se rend compte qu'on a très peu de marge de manœuvre et donc que la vérité, c'est qu'il est très difficile de faire venir chez nous des gens qui nous haïssent, sauf ensuite à se retrouver face à ces contradictions et à ces impasses. Non, mais vous posez un autre problème qui est une réalité, qui est le fait qu'on est dans un monde très internationalisé, qu'on a beau refermer les frontières, si on les referme, ce ne sera pas totalement étanche, en tout état de cause. Elles sont étanches en Arabie Saoudite. Elles ne sont pas étanches en Arabie Saoudite. Non. Elles ne sont pas étanches. Les Saoudiens ont beaucoup de difficultés, même avec des moyens qui sont... Avec les Yéménites ? Oui, notamment avec le Yémen. Bon, merci beaucoup Jean-Louis Bruguière d'être venu ce soir